Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau news de bagnole. Et donc aujourd'hui on va faire le news de bagnole du mois de mai 2023. On commence en beauté avec tout d'abord Porsche qui présente le 10 mai la Boxster Spyder RS. Elle reprend globalement le design de la Boxster Spyder avec bien sûr quelques éléments supplémentaires comme par exemple des prises d'air dans le but de lui donner un caractère un peu plus sportif, même si déjà le Boxster Spyder c'est sportif. Je rappelle, le Boxster Spyder c'était la version GT4 de la Boxster puisqu'il y avait le Cayman GT4 et donc ils ont pris le moteur du Cayman pour le mettre dans la Boxster. Niveau motorisation, elle embarque le moteur atmosphérique de la 911 GT3, bref, c'est une merveille. Le 16 mai, c'est Renault qui annonce un SUV sport, le Rafale. Donc il y a eu pour l'instant qu'un petit teaser, mais encore une fois, au risque de m'attirer des remarques de personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, je vais donner mon avis sincèrement et franchement, d'accord ? En fait c'est pour ça que je vous parle de cette Renault, parce que sinon je pense que je vous en aurais pas spécialement parlé, parce que bon, Renault, c'est Renault, c'est pas vraiment du sport, on va passer déjà premièrement par là. Ensuite, un SUV, sport, SUV, sport. Il n'y a pas un problème? Si, il y a un problème. Un SUV ne peut pas être sport, ça n'existe pas. Et une voiture de sport, c'est l'inverse de ce qu'est un SUV, par définition. Donc il faut arrêter avec ça. Je peux parler aussi de, par exemple, Aston Martin, qui avait fait passer une pub qui m'a rendu fou sur le DBX édition 707 là. Ils appelaient ça une supercar. Une supercar. Allô? Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Un SUV, par définition, c'est lourd. Lourd, c'est à l'opposé du sport. On commence par là. Ensuite, un SUV, ça veut dire un centre de gravité qui est hyper, déjà premièrement, élevé et qui est excentré et qui va énormément bouger, puisque la voiture, en fait, avec les suspensions qu'elle a et la hauteur, elle bouge énormément dans les courbes. Elle a tendance à faire ça. Et donc du coup le centre de gravité bouge énormément. Qui dit avoir un centre de gravité élevé et mobile dit inverse de sport, encore une fois. En sport, pourquoi est-ce qu'on cherche à avoir des voitures ultra basses et hyper proches du sol? Parce que justement le centre de gravité il est beaucoup plus stable. Et quand le centre de gravité est beaucoup plus stable, et bah tu vas pouvoir faire des plus belles trajectoires dans un virage. Tu vas pouvoir mieux maintenir la voiture dans un virage. Alors que quand la voiture elle tangue, donc le centre de gravité bouge, bah, la voiture elle va être légèrement emportée. Il va y avoir une force qui va emporter la voiture et donc c'est beaucoup plus dur de maintenir la voiture, c'est beaucoup plus dur de faire une belle trajectoire, c'est beaucoup plus dur de faire un bon temps sur un circuit. Point, c'est tout. Un SUV n'est pas sport. En plus de ça, un SUV, je suis désolé mais ça n'a aucun intérêt. On perd en performance, forcément parce que c'est plus lourd, etc. Ça veut dire qu'avec le même moteur, tu feras toujours plus performant avec autre chose. Voilà, c'est tout. Ensuite de ça, du coup, pour combler ce problème de performance, on fait des moteurs qui sont ultra performants qu'on met dans des SUV. Donc, du coup, qui consomment énormément pour pas grand chose. Parce que vu que c'est lourd, bah, on consomme énormément pour ne pas gagner en performance. Bon, ok, d'accord. Et en plus de ça, c'est pas spécialement plus pratique que par exemple un break. Un break c'est ultra pratique. Et en plus de ça, c'est inutile. Dans les 3/4 des temps, c'est inutile. Les 3/4 des gens achètent ça pour aller à Paris, pour aller à Monaco, pour aller en pleine ville. Ça sert à rien. Le truc, ça va franchir un trottoir. Truc de fou quoi. C'est vrai que là, grave besoin d'un SUV pour ça. Grave besoin d'un 4x4 pour ça. En plus de ça, bon là on essaie de parler quand même de SUV haut de gamme, mais si on va dans les SUV bas de gamme, faut savoir qu'il y en a plein qui sont même pas 4x4. Ils ont même pas les 4 roues motrices. C'est-à-dire qu'en réalité, ça franchit que dalle. Voilà, je comprends pas. Et en plus de ça, le dernier petit point, c'est dangereux.
c'est prouvé, c'est dangereux au niveau de la circulation routière parce que en fait tout le monde n'a pas un SUV. Et comme tout le monde n'a pas un SUV, les SUV ont tendance à, dans les accidents, vu leur hauteur, à toucher au niveau des points vitaux. Par exemple, si vous tapez un piéton, normalement une voiture qui tape un piéton, elle va faucher au niveau des jambes. Au niveau des jambes, au niveau des hanches. Donc les conséquences sont moins graves. Parce qu'au niveau des hanches, au niveau des jambes, il n'y a pas de choses vitales. Si vous tapez un piéton avec un SUV, vous allez plutôt le taper au niveau des côtes. Qui dit au niveau des côtes, dit il y a le cœur qui est pas loin, il y a les poumons qui sont pas loin, il y a l'intestin, l'estomac, le foie, les reins. En fait, quand on va péter à ce niveau-là, on peut par exemple péter des côtes. Les côtes du coup elles vont se refermer, etc. On peut toucher des organes vitaux beaucoup plus facilement. Et donc c'est beaucoup plus dangereux pour les piétons. Et en plus d'être plus dangereux pour les piétons, on peut parler aussi des autres automobilistes. Au lieu de taper, par exemple si vous tapez sur le côté au niveau de la portière, au lieu de venir taper vraiment dans la portière, et donc bon, ça peut avoir des conséquences qui sont déjà graves, là vous allez venir taper au niveau des vitres plutôt. Donc au niveau de la tête, c'est super dangereux. Et il y a des études qui sont sorties où effectivement il y a beaucoup plus d'accidents mortels lorsqu'un SUV est impliqué. Alors que quand on prend des accidents où il n'y a pas d'SUV, il y a moins d'accidents mortels. Donc le SUV n'a aucun point positif pour lui. La seule raison d'avoir un SUV, c'est si on habite à la montagne, si on habite dans la pampa, dans la jungle, dans la savane, j'en sais rien, mais un endroit où effectivement il y a une réelle nécessité d'avoir un truc qui est capable de passer partout, quoi. S'il y a des trous partout sur la route, que la route est déglinguée, ouais, c'est vrai que c'est sympa d'avoir un 4x4. Si c'est des endroits où c'est des chemins de terre par moment, etc., bah ouais, c'est sympa d'avoir un 4x4. Là je comprends, mais le problème c'est que les 3/4 des gens achètent ces merdes pour circuler en pleine ville. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Bon, maintenant on va quand même se calmer un petit peu avec une bonne note. C'est le 24 mai, Aston Martin qui présente la remplaçante de la DB11, la DB12. Et franchement, c'est un gros oui. Donc déjà, je suis content pour deux choses. Parce que aujourd'hui, j'ai pas fait mon rabat-joie. D'habitude, sur les news de bagnole, je suis tout le temps en train de me dire ouais, ça c'est pas ouf, ça c'est nul, nanana. Et là, il y a quand même, bon, ok, j'ai utilisé le SUV Renault pour faire ma petite tirade sur le SUV, mais au-delà de ça, la Porsche et la Aston Martin DB12, je suis vraiment conquis. C'est des oui, des gros oui. Donc, alors, parlons de la DB12 maintenant. J'étais pas un grand fan de la DB11 personnellement. Voilà, je vous le dis, le design me comblait pas, je trouvais qu'il y avait des choses qui allaient pas, je trouvais que ça manquait de forme, ça faisait bateau, c'était vraiment pas mon délire. Et donc ça faisait forcément très longtemps que j'attendais le remplacement de la DB11. Pour l'avant, Aston Martin a décidé de s'inspirer de la gamme supérieure, donc de la DBS Superleggera. Alors c'est pas non plus exactement le même avant, mais c'est très inspiré de cet avant-là, et franchement moi j'aime beaucoup. Ça fait un peu mini DBS Superleggera, et j'aime beaucoup la DBS Superleggera. Et puis la DB12, c'est bien la gamme inférieure à la DBS Superleggera, donc c'est sympa qu'il y ait un clin d'œil comme ça, que ce soit la mini DBS Superleggera. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Au niveau de l'arrière, on retrouve pas mal le côté DB11, mais ici il a été amélioré, il a plus de forme, il est plus embelli, il est plus large, et franchement, j'aime bien là. Niveau motorisation, là par contre c'est le grand point négatif, puisque vous le savez, Aston Martin et le V12 c'est une longue histoire d'amour, surtout avec la DB11 qui était avant DB9, qui était avant DB7, etc. Et on perd le V12, voilà. Je l'ai annoncé, je le dis haut et fort, on perd le V12 et on le remplace par un V8 turbo. Donc voilà, mais c'est comme ça. Ça arrive, voilà. Donc maintenant, on va passer au car spotting. Donc là, ça a été un mois assez intéressant. Donc d'abord, le 2 mai, une Salem S7 a été vue en Floride. Et le même jour, une Spyker C8 a été vue à Genève. Le 4 mai, c'est une Valkyrie, une Aston Martin Valkyrie,
qui a fait sensation à Hockenheimring. Désolé pour si j'ai écorché le nom, c'est difficile à dire pour moi. Mais donc en Allemagne. Et enfin, le 5 mai, on a vu deux choses, une Reventon Roadster à Monaco et une LaFerrari bleue à Genève. Le 6 mai, une Veyron Grand Sport Vitesse a été vue à Genève et le même jour, une Iso Rivolta GT Zagato, donc grosse rareté qui fait un clin d'œil bien évidemment au Bizarini 5300 GT et au Iso Grifo 5300 GT dont j'ai déjà parlé en vidéo. Et bah du coup elle a été vue à Phoenix en Arizona. Donc franchement moi j'aime beaucoup, très jolie, je sais pas si tout le monde connaît, c'est pour ça que je prends un peu plus de temps sur cette voiture, mais franchement très sympa. Le 7 mai, alors, il y a eu un premier événement, c'était un Cars & Coffee à Londres avec deux McLaren P1, une McLaren 688 MSO HS, une McLaren F1, une McLaren F1 GTR, une T50, une AMG One, une 177, une Miura, une 812C, une 812C Aperta, deux F12 TDF, une LaFerrari, une 250 GT et une Regera. Ouais, rien que ça, hein. Bienvenue à Londres, voilà, c'est un autre délire, comme d'habitude, c'est Londres. Pas de problème. En Californie, le même jour, c'est la seule et unique Ferrari F50 noire qui a été vue en Californie. Voilà, normal. Tout va bien, tout va très bien. Le 9 mai, c'est une Koenigsegg Agera R qui a été vue à Antwerp. Ensuite, le 10 mai, c'est aussi une Koenigsegg Agera RS à Milan. Alors, faut que je vous parle d'un truc. En fait, pour moi, une Koenigsegg, c'était vraiment très rare. Moi, j'ai eu l'occasion d'en voir, mais uniquement dans des événements. C'est vrai que voir une Koenigsegg toute seule comme ça, pour moi, c'est quelque chose qui est assez rare. Depuis que je vous fais ces vidéos-là, j'ai l'impression que tous les mois, il y a des Koenigsegg qui sortent. Alors, c'est à des endroits complètement différents dans le monde, hein, mais il y a des Koenigsegg qui sortent tous les mois. C'est un truc de fou. Je pensais pas du tout. Voilà, c'est juste pour la petite anecdote. Ensuite, on passe au 13 mai avec à nouveau une énorme rareté. C'est la Maserati Kamzin du sultan de Brunei. Donc c'est une rareté, c'est un one of one et elle a été vue à Valence en Italie. Donc, et c'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment une one of one quoi. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Ensuite, on passe au 14 mai et là, il y a eu à nouveau un événement plutôt sympa. Il y a même eu deux événements plutôt sympas. Le premier, c'est Spa Classique, où il y avait une 996 GT1, une Salon S7R, une BMW M1 Procar, une 512 BB LM, 5 GT40, une 935 donc d'époque, une 910, une Porsche 906, une Sauber C11, une 962C, une 275 GTB, une DB3S, truc de fou ça quand même, une A6 GCS Fantuzzi, une Maserati 300S, une Alfa Romeo TZ1, une Jaguar D-Type et une Bentley Speed 8. Donc vraiment un plateau de taré. Vraiment. Le même jour, donc, il y avait un autre événement complètement fou qui s'est passé en Alsace à côté de Molsheim où une Bugatti Chiron Pure Sport a réalisé des baptêmes contre le cancer. Cette Bugatti Chiron Pure Sport, elle a été pilotée par un pilote pas très connu qui s'appelle Sébastien Loeb, je sais pas si vous connaissez, donc c'est lui qui vous faisait faire les baptêmes, juste incroyable. Et cette Bugatti Chiron Pure Sport, elle était aussi pilotée par un pilote d'endurance, je sais pas si je vais dire le nom, je vais pas le dire, voilà, je vais pas dire le nom, je sais pas si je peux ou pas, donc je vais pas le dire, voilà. Le lendemain, une Miura SVJ a été spotée à Monaco, donc le 15 mai, et un événement a réuni tranquillou, hein, une Zonda Cinque rouge, donc déjà des Zonda Cinque rouge, il n'y en a pas 36 000, Zonda C12S, Wayra Roadster et Wayra, donc full Pagani, plutôt sympa, vraiment plutôt sympa. Le 18 mai, il y avait une Divo devant l'hôtel des horlogers au lac de Joux. Mais le 18 mai surtout les amis, là je pense que vous n'êtes pas prêts, c'était le début de l'événement de la Villa d'Este, donc le Concorso d'Eleganza à la Villa d'Este. C'est un des plus beaux événements du monde et cette année ça n'a pas fait exception. Donc voilà la liste qui va être relativement longue, ok. A6G Zagato, Alfa Romeo TZ2, Alfa Romeo TZ1, 507 série 2, 3 507 série 2, parce que une c'est pas assez.
une BMW M1, une BMW M1 Procar, un prototype tout nouveau, la Z4 Touring prototype, une 2,7 litres RS normale, une GT40, et pas n'importe laquelle, la GT40 Gulf, et pas n'importe quelle Gulf non plus, celle qui a gagné les 24 heures du Mans. Voilà. Ferrari 166 mm, Ferrari 312, Ferrari 250 Testarossa, Ferrari 250 GTO, Ferrari 250 GT Lusso, Ferrari BBLM, Ferrari 250 GT SWB California Spider, Ferrari 275 GTB, Ferrari 212 Inter, Ferrari 500 Testarossa, Ferrari Monza SP1, Ferrari F40 x2, Ferrari 288 GTO, Ferrari 599 SA Aperta, Ferrari FX6K, Ferrari 330 P4. La Ferrari 330 P4, donc une de celles qui a participé à la fameuse victoire de Daytona. Truc de malade. Et c'est pas fini, ok? Parce qu'il y avait aussi une Bugatti Bolide, une Bugatti Chiron x2, une Bugatti Veyron Super Sport, une 911 935, les anciennes, mais il y avait aussi la moderne en 911 935. Il y avait une 550 Spider, une Porsche 917, une Porsche 908/2, une Porsche 962, une Porsche 996 GT1 de 1998 et une 996 GT1 de 1996. Une Porsche 959, mais pas n'importe laquelle, le prototype. Une Porsche Carrera GT, une Porsche 918 Spider, la Gambala martienne, que personnellement j'aime beaucoup, je trouve ça très sympa. Une DB5, une Aston Martin Valkyrie, une McLaren Speeddale, une McLaren F1 GTR Longtail, une Jaguar XJ 220, une Alfa Romeo Tipo 33 Daytona, une Koenigsegg CC 850, une Huayra Codalonga, une Mercedes 300 SL, une Maserati MC12 Corsa, une Koenigsegg Jesko, la Nissan R390 GT1, une Sauber C9, une Pininfarina Battista et enfin la Pagani Zonda Revolution Barchetta. Je sais pas si vous vous rendez compte du plateau, mais c'est un truc de malade. Passons au 19 mai. Le 19 mai, il y avait une Pagani Zonda Revolution dans les rues de Londres. Normal. Normal, c'est Londres. On continue, le même jour, à New York, une Ferrari P4/5, donc la seule et unique au monde qui appartient à monsieur Glykenos et qui est donc un clin d'œil à la Ferrari 330 P4. Et que des trucs de fou, hein. C'est vraiment, le mois de mai, c'est de la folie. Le 21 mai, on continue dans les folies, Koenigsegg Regera et Koenigsegg Agera 1-to-1 ensemble, together, tranquille, tout va bien. Le 24 mai, c'est une Mercedes AMG One qui est venue faire un petit tour à Monaco, un petit coucou à tout le monde. Le 25 mai, juste avant le Grand Prix de Monaco, au péage de Monaco, qu'est-ce qu'on retrouve? Une Veyron Super Sport Mansouri, une 688 MSO HS et une V12 Pister. En parlant du Grand Prix de Monaco, alors, faut savoir qu'au Grand Prix de Monaco, il y a beaucoup de voitures qui y vont. Je vous invite à aller voir en fait des vidéos d'autres personnes ou de regarder sur Instagram, etc. En fait, le truc c'est que moi j'y étais l'année dernière et c'est exactement les mêmes voitures que l'année dernière qui étaient cette année. Donc je vois pas trop l'intérêt de vous en parler, de les évoquer, de dire ouais il y avait ci, il y avait ça, peut-être, alors qu'elles y sont tous les ans. Voilà. Enfin, il y a eu un truc de fou. Il y a eu un, bah, vous le savez, il y a Le Mans qui arrive. Donc au moment où je fais cette vidéo, c'est dans une semaine les 24 heures du Mans. Voilà. Et donc, il y a une CLK GTR qui a été vue en départ depuis l'Angleterre et qui va au Mans par la route. Une vraie CLK GTR, pas une CLK, enfin une vraie. Toutes les CLK GTR sont des vrais, bien évidemment, mais pas une CLK GTR de route normalement, une CLK GTR de piste qui a été road légalisée. Donc truc de fou. Bref, voilà. Et enfin, il y a eu une surprise de fou, mais j'étais obligé de vous en parler, même si encore une Koenigsegg, mais à Thionville, une Koenigsegg Agera R à Thionville devant le Rasso Leclerc, quoi. What the fuck. Tu sais, d'habitude, c'est des mecs qui viennent en Golf GTI, et là il y avait une Agera R. Incroyable. Voilà, donc ça c'était le 28 mai. Truc de dingue. Voilà, et je vais finir là-dessus. Je pense que j'ai fait le tour. Donc comme vous voyez, le mois de mai était très chargé. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Salut!